Merci. Alors, peut-être rapidement, avant d'aborder le dernier chapitre. Alors, moi, je ne voudrais pas entrer dans l'examen de la légitimité ou de l'illégitimité, mais le phénomène est là. Les organisations humanitaires se mêlent de plus en plus du droit. Ça, c'est absolument évident. Depuis qu'il y a eu la grande période où se mêler du droit, c'était vouloir inventer le droit d'ingérence. Et puis, depuis que cette période-là s'est terminée, créer un nouveau droit, contribuer à la création d'un nouveau droit, c'est quand même devenu, je ne dirais pas le hobby, mais c'est quand même une activité à laquelle... L'ingérence à l'assurance. C'est une activité à laquelle les organisations humanitaires se livrent de plus en plus dans le cadre de coalitions, etc., dans le cadre de la CNCDH, etc. Les ONG. Alors, on a ce terme de mandat, on a le terme de légitimité, et là aussi, on voit qu'on est bien cadré par une espèce de réflexion qui intègre véritablement le droit. Je ne prends pas parti ni pour ni contre. L'avenir de l'humanitaire, il passe aussi un peu par là. Enfin, disons, le présent de l'humanitaire met en scène des gens qui viennent vers l'humanitaire parce qu'ils ont envie de faire du droit. Et peut-être parce qu'ils confondent aussi un petit peu droit de l'homme et droit humanitaire dans certains cas. Mais en tout cas, c'est un fait. Je ne peux pas en dire plus, vu le temps dont je dispose. Très bien. Mais on voit bien là qu'on a des nouvelles problématiques pour demain, effectivement, autour du droit, autour des plaidoyers, autour d'une extension de l'humanitaire. Une forme finalement, Pascal, qui est une revisitation de ce qu'était le témoignage de départ, la notion de témoigner qui était présente dans la fondation de Médecins sans frontières, soigner et témoigner. On est toujours là-dedans, on reste toujours dans ce domaine-là. Oui, enfin, il y a tout le témoignage, ça prendrait au moins une heure à savoir à quoi sert le témoignage, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. Voilà, ça a été fait en Éthiopie par Médecins sans frontières, certaines contradictions parfois. Moi, par exemple, à Timor, je ne suis pas parti parce que j'étais seul à Timor, dans le génocide Timor, seul avec le CICR, et on m'a demandé, j'ai demandé à la population, aux bénéficiaires, est-ce que je sors, je dis il y a un génocide énorme à Timor, et tout le monde attendait pour savoir mon témoignage. Et la population a dit non, c'est pas ça, si tu sors, c'est foutu, on va de nouveau en prison, etc. Donc il y a toujours le bénéficiaire et savoir quand témoigner, pourquoi témoigner. Bon. Alors donc, le témoignage aujourd'hui... Mais ça, sur ça, le témoignage, on peut parler pendant... Ouais. Le témoignage aujourd'hui, je me permets de vous couper parce que le temps nous est compté, le témoignage aujourd'hui, il s'est démultiplié et il y avait énormément de questions posées par les étudiants des différents masters sur les nouvelles technologies de l'information, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui constitue aujourd'hui cette espèce de citoyenneté mondiale de l'information, de la diffusion de l'information, avec tous les problèmes que ça pose. Et c'était une question majeure que je souhaitais mettre un peu sur la table pour conclure notre rencontre, c'est celle de cette question-là. Et j'aimerais savoir comment, effectivement, vous, responsable d'ONG, vous l'envisagez. Je rajoute un tout petit truc, c'est mon truc à moi, depuis longtemps, la cerise sur le gâteau humanitaire, on l'avait fait avec Médecins du Monde, une petite section anthropo-ethno-médicale. C'est-à-dire que chaque peuple, les médicaments sont les mêmes, la stratégie est la même, mais parfois différente. S'il n'y a pas la connaissance du peuple, que ce soit islam, que ce soit le bouddhiste au Cambodge, que ce soit au Vietnam, s'il n'y a pas une connaissance des traditions médicales aussi, comme au Vietnam, avec une médecine traditionnelle très poussée, sur la compréhension de la maladie, par exemple chez les Papous, qui est complètement différente. S'il n'y a pas cette étude passionnante, avant de partir, au maximum se renseigner, et les autres disent « Ah, vous connaissez ça, ah, c'est passionnant, etc. » Et en même temps, l'approche n'est pas standardisée comme on le voudrait, enfin un peu avec les donateurs, les bailleurs de fonds, 10% de plus de vaccination, tac. Bon, c'est des statistiques, vous avez bien travaillé, vous avez 15%. Bon, il y a la connaissance de l'autre, et la connaissance de l'autre passe, et en même temps, amour, j'aime pas vraiment, la connaissance. Ah, voilà. Et c'est comme ça que vous pénétrez, vous savez que votre dispensaire est vide parce qu'il y a un sorcier juste à côté, et moi je vais voir le sorcier, je dis, toi, tout ce qui touche,
Voilà, c'est pour moi, c'est la tuberculose. S'il y a de la fièvre, tu me les envoies. Par contre, je t'envoie les entorses, parce que tu sais très bien faire. Tout le monde sait. Cette pénétration ne doit pas être des robots avec un checklist complet, et cette chose passionnante de connaître avant et pendant, de demander pourquoi. Pourquoi ça? Voilà, c'est tout. J'arrête. Merci Pascal. Alors, entre le sorcier, qui sera toujours là, Pascal a raison, sur le terrain, vous serez confronté aux cultures locales, vous êtes confronté effectivement à des traditions, vous êtes confronté à des tas de choses qui vous échappent. Mais entre le sorcier d'un côté et Internet de l'autre, donc l'humanitaire de demain, ça va être là, ça va se situer là. Et des fois, le sorcier, il a un téléphone portable. Oui, souvent, plus souvent que ça. Et donc, je voulais quand même vous interroger rapidement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, sur l'Internet 2.0 de demain, quoi, grosso modo. Il est à faire, il est à bâtir, vous le bâtirez tous ensemble, mais peut-être deux petites réactions pour conclure ce 5 à 7 un peu exceptionnel sur justement cette humanitaire de demain avec Benoît Miribel et Ronnie Broman. Non, alors Ronnie ne veut pas. Alors Benoît. Il est bon sur Le piège. Non, moi, c'est peut-être parce que j'ai fait une remarque tout à l'heure par rapport Ouais, au fait, effectivement, exactement. où voilà, on n'a plus la seule description, enfin, on n'était jamais les seuls, mais je veux dire, au sens où maintenant, c'est tout de suite instantané, de même que les images sont instantanées aussi, avec l'émotion que ça suggère et l'approfondissement, si je reviens sur ce que tu dis, le côté anthropologique des contextes, enfin, il y a tout ça, donc tout va très vite, et il faut aller très vite. Un jour, je me suis demandé si les bailleurs de fonds, enfin, pour ceux qui en sont parfois victimes, mettraient des webcams pour voir effectivement en direct, plus vite que le rapport, si tout avance bien et que ça rentre dans l'hôpital ou le centre nutritionnel pour voir les choses. Donc il y a cet instantané qui va très vite, qui fait quoi, etc. Donc ça, on en est victime. Bon, il y a aussi l'avantage, hein, parce que ceux qui sont les plus anciens ont commencé à une époque où il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de... oui, on a commencé à avoir les standards C, je crois, des trucs comme ça qui arrivaient. Et donc on était un peu isolés, on était tranquille aussi. Il y avait moins la pression aussi qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai que c'est exigeant ce qui est demandé. On n'a pas évoqué un sujet, mais qui est quand même aussi, on a parlé du volontariat européen, mais il y a un sujet qui est le statut humanitaire au sens protection, comme certains anciens journalistes demandent une protection. Je ne sais pas, c'est en tout cas un des sujets de la CNCDH. Et qu'est-ce que ça voudrait dire si, pour vous les jeunes de demain, il y a un statut officiel, comme il y a un statut d'avocat, d'expert comptable, de médecin, d'humanitaire? Alors ça, c'est encore très complexe, mais bon, c'est quelque chose en tout cas qui est parfois évoqué. Donc les réseaux sociaux, je pense que ça pose, comme peut-être un parallèle avec le monde du journalisme, la crédibilité. Est-ce qu'on a un rôle de prescripteur, de pouvoir parfois de parler, de témoigner d'une autre façon? Voilà, en tout cas, il y a tout l'avantage qui permet aussi de pouvoir avoir des dons. Enfin, aujourd'hui, les gens donnent de plus en plus aussi par Internet. Au moment du tsunami, il y a eu une déferlante chez MSF, et beaucoup d'ONG, de gens qui ont fait des dons spontanément. Il y a les avantages, bon voilà, je ne vais pas faire à chaque fois la balance, avantage-inconvénient. Il y a l'inconvénient de tout ce qui va vite et on a moins de temps d'expliquer en détail. Et puis il y a aussi l'avantage d'être plus proche quand on sait l'utiliser aujourd'hui en termes avec ces nouvelles technologies des donateurs, aussi mais qui permet, je pense que c'est ça qui va être la nouveauté, Christian, qui va émerger, c'est aussi que des ONG de quatre coins du monde peuvent aussi directement et en partenariat Sud-Sud, elles-mêmes collecter, elles-mêmes directement dire bah voilà, passez pas par Action contre la faim, soutenez-nous l'ONG directement à Madagascar, parce que nous on est malgaches, on est dans telle région, on fait ça, et après tout pourquoi pas, et avoir les contacts directs avec des donateurs français. Enfin, c'est peut-être aussi des nouvelles formes de solidarité qui vont se faire directement via ces nouveaux réseaux sociaux. Claire Rieu, un mot là-dessus. De toute façon, on ne peut pas aller contre, hein, ça serait complètement à contre-courant d'aller contre ça. C'est vrai qu'on peut être nostalgique de cette période où sur les terrains on était un peu plus libre de faire les choses parce que pas obligé de référer en permanence. Mais je pense que c'est aussi un état d'esprit et que toutes ces technologies, c'est des outils. Il faut essayer d'en prendre, c'est pas un objectif en soi, il faut essayer d'en prendre le bon côté. Pour la médecine, on pense que ça peut aussi nous aider avec toutes les technologies de télémédecine. Peut-être qu'on va continuer à augmenter les standards grâce à ça. Et puis après, c'est voilà, un état d'esprit de vous sentir libre quand même sur le terrain et de garder votre sens de l'initiative et votre curiosité et de ne pas hésiter à la faire remonter justement au siège, de ne pas être prisonnier de trop de pression de la part des sièges. Donc ça serait peut-être un message à vous faire passer. Merci. Peut-être une chose que le CICR pourrait dire, parce que je me souviens que c'est toi, Boris, qui avait évoqué une nouvelle technologie
Google aujourd'hui permet, avec un système mondial, je crois, à des populations de se retrouver, mais comme tout le monde a accès à Google, ça peut être aussi des gens malveillants qui recherchent des populations. Et donc là, c'est un exemple de, je dirais, de perversité d'un système moderne qui fait que le savoir-faire du CICR qui va pouvoir filtrer qui a accès à quel nom de famille déplacé, intéressant, mais on va pouvoir rechercher des gens aussi. Donc on a l'effet pervers à chaque fois. Et encore un mot, et ne pas oublier les minorités qui sont en train de mourir, les Mondes, les Papous, les Tziganes de la mer, qu'on a oublié complètement. On n'a plus d'argent pour eux. Et ICO ne donne plus d'argent, donc ils ont arrêté tout. Et donc toutes ces minorités qui vont disparaître progressivement avec, recueillir au moins leurs dernières paroles. Merci. Dernière parole, justement, Boris Michel, délégué du CICR. Est-ce que ça... Oui, là. Tout à fait. Non, mais bien sûr, là, les nouvelles technologies sont au cœur de nos préoccupations par rapport au développement de nos activités. Aujourd'hui, si on prend en compte les difficultés d'accès sur les terrains, on devrait pouvoir, dans certains cas, avec certaines applications, faire participer les bénéficiaires, les victimes dans les conflits, par exemple, au travail d'évaluation, au travail de monitoring, de contrôle de la qualité de ce qu'on envoie, au travail de récolte d'informations intéressantes au regard du droit par rapport aux violations. Ça se voit, ça se fait déjà. Beaucoup de retours aujourd'hui sur des terrains comme la Syrie nous reviennent par des témoignages qui sont collectés à travers des médias sociaux et des moyens. Donc il y a, je pense, une nécessité pour nous, les humanitaires sur le terrain, de s'adapter à tout ça, d'utiliser ces technologies, les technologies satellitaires aussi, pour voir les récoltes, les effets climatiques, les effets des guerres sur la sécurité économique des populations, etc. etc. Il faut vraiment prendre ça à notre compte et savoir l'utiliser au mieux, parce que c'est important en termes de communication aussi. Les jeunes communiquent, les réseaux, les Twitter, les réseaux sociaux, ça va vite. On doit s'adapter, et c'est ainsi, et c'est bien. Voilà. Merci. Ça sera le mot de la fin de ce premier 5 à 7 dialogue entre générations. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'on a encore beaucoup de choses, je pense, à se dire. Dans mon conducteur, j'avais encore beaucoup de questions. Malheureusement, le temps a été très court. Je voulais remercier tous les intervenants, remercier aussi les enseignants, les étudiants. Les équipes du CICR qui ont beaucoup travaillé à l'organisation, je pense à Ghislaine, à Frédéric et à d'autres, à toutes les équipes. Et puis au Presse Club aussi qui nous accueillait ce soir, donc le Presse Club de Paris. Et je vous donne rendez-vous donc sortir de la salle pour nous retrouver autour d'un pot, mais en même temps le livre de Pascal Grelletti donc vous attend à l'entrée, et Pascal aussi. Voilà, merci pour cette soirée et à bientôt.